donc effectivement, je vais vous parler moi de stigmatisation, notamment comment le terme schizophrénie à lui seul modifie notre façon d'interagir. Alors, pourquoi parler de stigmatisation une journée sur l'intervention précoce? Et quand on s'intéresse à l'intervention précoce, on entre tout de suite dans un monde où, à mon sens, il y a beaucoup de questionnements sur comment nommer les choses. L'intervention précoce, c'est forcément une intervention, c'est du soin, avec des hypothèses à faire un peu sur comment est-ce que ça va évoluer, comment on va appeler les choses, comment ne pas nuire aussi aux personnes en psychiatrisant trop vite ou trop tôt. C'est des questions importantes et on le verra que évidemment la pathologie, la schizophrénie est stigmatisée, on le verra, mais aussi il ne faudrait pas que les premiers épisodes, les ultra hauts risques, les hauts risques deviennent les patients atteints de schizophrénie demain, notamment en termes de stéréotypes associés. Donc, j'ai pour habitude, moi, beaucoup quand je parle de stigmatisation, de commencer par cette phrase que j'aime beaucoup d'Henry David Thoreau, donc dans Walden ou La vie dans les bois, qui dit « Peut-il exister de plus grand miracle que celui qui nous permettrait, l'espace d'un instant, de nous regarder avec les yeux d'un autre ?» Donc pour lui, effectivement, ça serait le plus grand miracle de pouvoir se regarder avec les yeux des autres. Quand on parle de schizophrénie, c'est un tout petit peu plus compliqué et moins romantique que Walden ou La vie dans les bois. Si les patients atteints de schizophrénie se regardaient avec les yeux de la population actuelle, voilà ce qu'ils voient en fait. Une association constante aux stéréotypes les plus négatifs, que ce soit la violence, la dangerosité, l'imprévisibilité, l'incapacité aussi de travailler, avec des raccourcis extrêmement fréquents. Ce qui est important, et puis mes confrères l'ont dit pour commencer, notamment le professeur Conus, les personnes qu'on prend en charge, notamment dans les interventions précoces, c'est des personnes de la société en général, comme vous et moi, donc ils ont très conscience de ces stéréotypes associés. Et rapidement, quand on peut leur rapprocher qu'il y a des doutes sur une schizophrénie, sur un premier épisode, sur une possible transition vers une psychose, forcément les stéréotypes qui leur viennent, c'est pas les connaissances en premier abord ou ce qu'on va leur donner comme info, c'est ce qu'ils ont lu, c'est ce qu'ils ont vu comme film, et c'est bien normal. La définition de la schizophrénie qui fait foi, malheureusement pour le grand public, c'est pas forcément celle qu'on donne à l'intérieur des hôpitaux, derrière les murs des hôpitaux, c'est plutôt celle qu'on voit dans les séries, dans les films, dans les journaux. Et forcément, ça a un impact. Il y a de plus en plus d'études, notamment de Nicolas Roche, qui sont intéressées à cet impact de la stigmatisation chez des personnes à haut risque ou à ultra haut risque de transition psychotique. Et dans une étude en 2014, c'est une première étude où ils mettaient en avant, c'est que des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont amenés à consulter pour des symptômes multiples et variés et qui pourront bénéficier d'une intervention précoce, sont associés à certains stress d'une future stigmatisation, plusieurs éléments, la perception que le grand public stigmatise les patients suivis en psychiatrie, la honte aussi de possiblement avoir des symptômes d'une maladie mentale ou de consulter quelqu'un qui est spécialiste de la maladie mentale, et cette idée aussi d'auto-labellisation liée surtout généralement à l'autostigmatisation, qui entraîne que finalement tous ces aspects entraînent un certain stress par rapport à une future stigmatisation et donc un état de bien-être au quotidien qui se veut forcément altéré. Et si on va plus loin, et c'est ce qu'a fait l'équipe de Nicolas Roche plus loin, c'est de voir si finalement cette stigmatisation perçue, ce stress d'être stigmatisé à cause d'un diagnostic et d'en avoir les préjudices, est-ce que ça avait un rôle dans une possible transition psychotique? Et c'est ce que cette étude montre, c'est qu'effectivement, il y a un risque plus élevé de transition psychotique quand, au tout début, on avait un fort niveau de stigmatisation perçue et avec une forte crainte des préjudices associés à cette stigmatisation. Donc vraiment, la stigmatisation, à mon sens, on est dans une journée de mode d'emploi de l'intervention précoce, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Alors malheureusement, et c'est pour ça que c'est important de se poser la question, c'est que pour l'instant la stigmatisation, notamment dans la schizophrénie,
elle est un peu dans l'impasse, en fait. Quand on s'intéresse à la littérature médicale sur le sujet, c'est pas très réjouissant. Il n'y a pas grand-chose qui marche, en fait, en termes de lutte contre la stigmatisation. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui ont été essayées, et de plus en plus, les campagnes d'information, dont là vous avez un exemple, Changing Minds, ont montré qu'effectivement, ça pouvait améliorer les connaissances, améliorer l'empathie que la population avait pour les personnes atteintes de troubles mentaux, mais par contre, augmentait la volonté de mise à distance sociale. Aux questions, voudriez-vous d'un patient atteint de schizophrénie, par exemple, comme ami, comme voisin, comme coloc, ça, mieux connaître la maladie, augmente la volonté de mise à distance, ce qui n'était pas prévu à la base dans ce genre de campagne. Même chose pour la simulation des hallucinations acoustico-verbales. Vous savez, ce fameux stéréotype associé, les patients atteints de schizophrénie, ils ont l'impression d'entendre des voix. Non, non, ils les entendent vraiment. Et puis peut-être que si on faisait écouter ce qu'ils entendent, vous verriez que c'est pas simple à gérer, que c'est compliqué. Pareil, toujours dans cette idée, on va dire, on va réduire la mise à distance sociale. Malheureusement, ça a été aussi un échec. Les études qui ont testé ça montrent que, alors, effectivement, ça augmente l'empathie, mais pareil, ça augmente la volonté de mise à distance sociale après avoir entendu des enregistrements qui mimeraient des hallucinations acoustico-verbales. Petite parenthèse, sur ces études-là, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a énormément de personnes qui arrêtent l'expérience, entre guillemets, parce qu'ils font des attaques de panique en entendant les voix. Et puis la psychoéducation, on s'est dit de manière assez logique, on va l'expliquer aux gens que, par exemple, la schizophrénie, c'est pas des fous dangereux, c'est pas la double personnalité. Pareil, il y a énormément de littérature sur le sujet, avec malheureusement les mêmes résultats. Très bien connaître la maladie entraîne une mise à distance sociale aussi. Alors, c'est discutable, je pense que toutes ces études utilisent, et on le verra, et c'est pour ça que nous on a essayé de faire un peu différemment, utilisent des questionnaires qui sont à mon sens peut-être pas assez sensibles, pas assez nuancés pour interroger ces résultats-là. Mais en tout cas, la lutte contre la stigmatisation ne peut pas se résumer à « on expliquera, ça se passera mieux », c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Et puis si on en vient au sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le fameux débat « changer le terme », très à la mode en ce moment, qui entraîne des débats passionnants, mais aussi très passionnés. Et finalement, changer le terme schizophrénie, effectivement, d'autres pays l'ont fait, alors pas complètement sur les mêmes motivations que nous. Le Japon est souvent cité, comme voilà, au Japon ils ont changé le mot. Attention, au Japon ils ont changé le mot parce que le diagnostic n'était plus posé. Et ils ont évalué cette efficacité-là en disant, regardez, depuis qu'on a changé le mot, le diagnostic est de nouveau plus posé. Donc c'est un peu différent que de chercher une déstigmatisation des usagers et une diminution de la mise à distance sociale. Donc nous on a décidé de s'intéresser. Si ce mot-là il est stigmatisant, déjà il faut tester ça. Parce qu'on a tous l'idée, mais un peu comme pour tout, on a tous des idées reçues sur les choses. Encore faut-il les tester scientifiquement. Et pour faire un peu différemment, on a voulu utiliser un outil qu'on utilise beaucoup à Montpellier, qui est la coordination motrice. Alors vous allez comprendre pourquoi. Bien se coordonner de façon moteur, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est gage de bien interagir socialement. Vous voyez les images de gauche. C'est-à-dire que quand on se coordonne bien de façon moteur, quand on court dans la même foulée que notre pote de footing, ou quand on mime un peu ce que fait notre interlocuteur en face, eh ben, ça augmente de manière significative l'interaction sociale. Pourquoi? Parce que bien se coordonner de façon moteur, c'est gage d'augmenter ce sentiment d'affiliation et de partage. C'est gage aussi d'augmenter le sentiment de coopération. Et enfin, ça augmente les capacités, ou en tout cas dans les usages, de communication et de comportements prosociaux. Donc bien se coordonner de façon moteur, c'est vraiment un gage de bien interagir. On a voulu utiliser ça, pourquoi? Parce que de manière, depuis des années, la stigmatisation est souvent mesurée et étudiée de la même façon. De la suivante, c'est toujours les mêmes questionnaires. Des questionnaires d'attribution. Pensez-vous qu'un patient atteint de schizophrénie entende des voix,
puisse être violent, à des idées délirantes, des choses comme ça. Des questionnaires de connaissances un peu sur les mêmes thèmes, et de la mesure de distance sociale. Voudriez-vous d'un patient atteint de schizophrénie comme voisin, comme coloc, comme collègue, comme ami? Et puis on regarde s'il y a des corrélations, et c'est comme ça, souvent avec ces études-là, qu'on a montré que très bien répondre aux questionnaires de connaissances était corrélé à une volonté de mise à distance sociale. Et je vous disais que je pense que ces questionnaires sont aussi à nuancer, et donc ces résultats aussi à nuancer. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous interrogez quelqu'un, et c'est nous ce qu'on a fait en faisant des études plutôt qualitatives sur le sujet, quelqu'un qui vous dit cette phrase-là, oui, les patients atteints de schizophrénie ont l'impression d'entendre des voix. C'est faux, ils entendent réellement des voix. Donc cette personne doit être considérée comme ayant de mauvaises connaissances sur la schizophrénie. Mais si, dans un questionnaire, et c'est le cas de connaissances, pensez-vous que les patients atteints de schizophrénie entendent des voix, elle va répondre oui. Donc elle va être considérée comme ayant de bonnes connaissances, et si elle met à distance, on va se dire il y a une corrélation. À mon sens, c'est donc plus compliqué que ça. Et puis quelque chose de très important et dont on a voulu, nous, s'extraire un peu, c'est que tout ça, c'est des mesures vraiment explicites. On demande à des gens comment ils se comporteraient en théorie s'ils rencontraient un patient atteint de schizophrénie. Mais c'est en théorie. Donc déjà, les mesures explicites, ça entraîne des biais, ce qu'on appelle de désirabilité sociale. Globalement, quand on remplit un diagnostic, on n'a pas envie de passer pour le dernier des cons, le dernier des réacs. On mesure un peu, notamment sur ces sujets-là, on mesure un peu ces réponses. Du coup, c'est toujours un peu compliqué d'évaluer ça, et encore une fois, on demande à des gens de s'auto-évaluer sur un possible comportement qu'entraîneraient leurs idées. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de passer directement à comment les gens vont se comporter, en fait. Donc, notre tâche de synchronisation motrice, telle que je vous l'ai montré, pour évaluer une future interaction sociale, c'était celle-ci. En fait, il y avait des personnes qui étaient invitées à bouger un joystick, donc qui faisait bouger un point sur l'écran. Et vous voyez, donc moi je suis le petit rond du haut qui essaye de se coordonner au rond du bas qui se déplace sur l'écran de droite à gauche. Donc notre tâche de synchronisation motrice, c'était ça, dans une salle, se coordonner à un point sur un écran de droite à gauche. Donc rien de très compliqué. Et en fait, voilà comment on a manipulé ça. Alors, il faut bien savoir que pour éviter tout biais, les personnes recrutées ne savaient pas pourquoi elles étaient là. Elles pensaient être là pour tester un logiciel un peu type Skype pour permettre aux personnes de mieux communiquer entre elles à l'hôpital. Donc, n'étaient pas du tout au courant qu'ils étaient interrogés sur un sujet de stigmatisation. Donc, on a recruté 40 personnes qui n'étaient pas des aidants et pas des soignants. Et on leur a dit, voilà, vous allez essayer de vous synchroniser à ce point-là, et tour à tour dans une autre salle, c'est quelqu'un de différent qui fera bouger le point. Alors tantôt ça sera un patient atteint de schizophrénie, tantôt ça sera un sujet sain, et tantôt ça sera quelqu'un qui a un trouble de l'intégration neuro-émotionnelle. C'est un des termes proposés, entre autres, il y en a une dizaine, comme alternative au terme schizophrénie. Et on leur a dit, voilà, vous allez vous synchroniser. Tantôt, donc ils étaient face à leur écran, il y avait la petite sonnerie Skype, la connexion avec le patient atteint de souffrant de schizophrénie, et puis le point se mettait à bouger, il fallait se coordonner. Et nous, notre idée, c'est de voir est-ce que les gens se synchronisaient moins bien, en fait. Alors, évidemment, il y avait personne, c'est ce que dit le schéma du bas, il y avait personne dans l'autre salle, juste des trajectoires qui étaient enregistrées au préalable, en fait, donc qui étaient toutes les mêmes. Et c'est intéressant, moi j'ai fait passer les 40 sujets, donc les gens bougeaient de droite à gauche, et lui on sent que c'est de la schizophrénie, hein. Le point bouge moins bien, c'est compliqué, il essaye de me faire des feintes, le sujet sain tout à l'heure c'était beaucoup plus calme, régulier, les trajectoires étaient toujours les mêmes. Donc l'idée c'est qu'effectivement, à la simple lecture, les gens ont changé leur comportement, et c'est ça qu'on a essayé d'évaluer en fait. Donc on avait un peu pour chaque sujet deux trajectoires, dont la trajectoire enregistrée, donc il y avait 5 trajectoires différentes, et la trajectoire du sujet qui essayait de se coordonner. Et ce qu'on regardait en fait quand on zoome, c'est l'erreur de position relative, à quel point les gens se désynchronisaient.
Et en fait, de manière significative, on a vu que les gens se synchronisaient moins bien quand ils pensaient que les points étaient déplacés par un patient atteint de schizophrénie. Ces résultats, ils n'ont pas été retrouvés quand on utilisait l'autre terme de trouble de l'intégration neuro-émotionnelle. Alors, pas d'emballement, ce n'est pas un mot magique, hein, on va voir pourquoi. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez, on a sauté l'étape de présumer d'un futur comportement, on a mesuré un comportement face à un écran, face à un point qui bouge de gauche à droite, juste à la lecture d'un mot. Donc quand on parle de mots, d'impact du mot, là on rentre dans le vif du sujet. Alors globalement, nos résultats, comment ça marche ? En fait, nous, notre hypothèse, c'est qu'on a induit ce qu'on appelle un stéréotype. Alors, de manière simple, le traitement sémantique d'une image, quand vous lisez le mot lapin, il y a des images qui vous viennent. Le traitement sémantique de lapin, pourquoi pas. Le traitement sémantique du terme schizophrénie, comme on l'a vu associé donc à des stéréotypes, c'est plutôt ça. Et en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup vu, alors peu utilisé en psychiatrie, mais beaucoup vu dans beaucoup d'études, notamment en sociologie, c'est que l'activation du stéréotype, en fait, à la lecture du mot schizophrène, en fait, on a induit un stéréotype. Et en fait, on peut voir que induire un stéréotype, ça entraîne des représentations comportementales et on modifie son comportement de manière inconsciente. Et c'est bien ça le problème, c'est que toutes les personnes qui ont modifié leur comportement ne s'en sont pas rendues compte du tout. Donc en fait, une activation stéréotype, c'est que le stéréotype activé, on se concentre sur la situation. Là, en l'occurrence, c'est un peu... on prépare en fait sa réponse. Donc on est sur une situation, voilà, on va me demander d'interagir avec un patient atteint de schizophrénie. Donc on perçoit, c'est la ligne du milieu, on perçoit la situation, on a la représentation comportementale et on modifie son comportement. Donc si on doit résumer ça, en fait, sur notre étude, à la lecture du terme schizophrénie, il y a eu l'induction de stéréotypes, la réponse comportementale qui entraîne une dégradation donc, de la synchronisation. Et donc, si on colle vraiment à la définition vraiment même scientifique, que la synchronisation motrice est un bon marqueur de l'interaction sociale, et que finalement, à la simple lecture d'un mot, l'interaction sociale, elle va être moins bonne. Alors c'est hyper important de voir ça, parce que quand on sait qu'on prend beaucoup de temps avec les usagers des centres de rétablissement, des hôpitaux de jour, des choses comme ça, où il y a des groupes d'habileté sociale, on apprend aux patients sur des habiletés sociales à être plus à l'aise en société, quand on sait que la dégradation de l'interaction, elle pourrait être directe à la simple évocation de ce terme-là, et donc anéantir un peu tout le boulot et finalement du fait c'est uniquement à cause du terme et pas d'un quelconque symptôme, ça pose question. Après, pour en revenir à l'autre terme, trouble de l'intégration neuro-émotionnelle, alors pas de dégradation de la synchronisation, en même temps ce terme il veut rien dire pour les personnes qui ont été interrogées, d'ailleurs ni pour moi, c'est quelque chose qui a été proposé. Donc nous, notre hypothèse, c'est que c'est pas un mot magique, mais par contre qu'effectivement, il n'y a pas d'image associée, pas de stéréotype associé, donc pas de dégradation de la synchronisation motrice, donc pas de dégradation de l'interaction sociale. Donc c'est sur ces hypothèses qu'on est parti. L'idée serait de tester d'autres termes, et notamment de comparer à d'autres pathologies psychiatriques. On a commencé à tester, parce que là c'était dans population générale, donc pas d'aidants, pas de soignants. On a commencé à tester ça sur, on en a 20 là, des étudiants en médecine qui ont exactement les mêmes résultats que la population générale. Voilà, donc ce qui était attendu en fait, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Donc voilà comment un simple mot, en fait, ce simple mot schizophrénie, alors l'idée n'était pas de dire on change le mot, on change pas le mot, le but de cette étude n'était pas ça, mais c'est de montrer que ça a un impact, déjà, ce terme-là, donc ça permet d'être une bonne base de discussion, et puis que quand on parle d'intervention précoce, effectivement, que tous les mots ont un sens, que c'est pas toujours facile de ne pas utiliser le terme schizophrénie, mais en même temps de donner de l'information pour pouvoir accéder aux soins. On est toujours un peu sur
sur un fil, mais en tout cas voilà, que l'usage des mots sont importants, et peut-être que dans l'intervention précoce plus qu'ailleurs, parce que il y a évidemment des soins dans ces unités, mais à mon sens aussi, c'est une manière aussi de réconcilier des jeunes hommes, des jeunes femmes avec l'idée qu'ils ont de la psychiatrie, l'idée de ce que peut leur apporter la psychiatrie, de l'aide que peut leur apporter la psychiatrie, qui est généralement très dans les représentations hospitalo-centrées, médico-centrées. Donc ça doit être, à mon sens, des unités porteuses d'espoir où l'utilisation des termes de manière très précise et importante. Voilà, merci de votre attention.